Bon, c'est aussi la force de cette extrême droite de l'époque, ou de cette droite extrême, comme disent d'autres historiens, avec une tradition quand même bien ancrée vous l'avez rappelé, dans les débuts de la Troisième République. Dès les années 1880, le Parlement devient, et la Chambre des députés notamment, le bouc émissaire de toutes les rancœurs monarchistes ou de cette nouvelle droite qui apparaît, de droite nationale dans les années 1880. Le phénomène boulangiste, Oui. l'aventure boulangiste des années 1888-1889 en est le premier reflet éclatant. Et puis pendant l'affaire Dreyfus aussi, très souvent, c'est d'abord les députés qui sont sous les tirs croisés des monarchistes et de la droite nationaliste, parfois antisémite. Donc il y a toute une tradition, et c'est vrai que cette tradition, elle va aboutir à ces années 30, la France en crise, le fait que il faut bien voir qu'on est là à un moment où se présente devant l'Assemblée un nouveau gouvernement dirigé par Daladier, et que c'est le prétexte justement pour remettre en question, au-delà de l'Assemblée, remettre en question le régime lui-même de la Troisième République. Il faut dire que dans certains cas, je pense par exemple au scandale de Panama à l'extrême fin du 19e, eh bien le Parlement, l'Assemblée nationale, enfin la Chambre des députés comme on l'appelait à l'époque, prêtait le flanc. Il y avait aussi de la corruption. Les 104 chécards, Oui. c'est-à-dire que dans cette affaire de Panama, les parlementaires sont directement visés. Alors il y a quelques ministres, comme Bayot, le ministre des Travaux publics, mais on est vraiment, le cœur du scandale est au Parlement. D'ailleurs, le cœur du scandale et le déroulement même du scandale se passe au Parlement. Ce sont des interventions, notamment d'un député qui s'appelle Jules Delahaye, ou plus tard de Déroulède, qui font du Parlement la scène centrale du scandale, comme le décrit Barrès, notamment dans leur figure. D'où des manifestations antiparlementaires. On a évoqué celle du 6 février 34, qui s'est faite devant la Chambre des députés, à la Concorde, juste de l'autre côté de la Seine, avec des morts. Oui, il y a eu plusieurs morts, des centaines de blessés. Une manifestation d'ailleurs très complexe, puisque ce mélange à la fois des organisations d'anciens combattants, y compris communistes, des ligues d'extrême droite, les croix de feu mais qui défilent à part, qui ne veulent pas menacer la légitimité républicaine. Et ne l'oublions pas, une manifestation qui finalement est couronnée de succès, parce que Daladier renonce à présenter son gouvernement. Oui. Ce sera Doumer qui lui succédera. Oui, enfin une manifestation aussi qui aboutit au Front populaire, à sa victoire en 1936, à la Chambre des députés, la gauche est majoritaire. Ce qu'il y a de curieux, mais il est vrai que tous n'étaient pas là, c'est que cette même Chambre de Front populaire, c'est elle qui en 1940 va donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, dont le régime, c'est le moins qu'on puisse dire, n'était pas très parlementaire. Oui, mais dans des circonstances évidemment tout à fait exceptionnelles, la débâcle, l'exode, la démission en fait du pouvoir exécutif aussi, parce qu'on voit bien que le gouvernement se défausse, enfin ceux qui étaient au pouvoir avant Pétain, et puis beaucoup de malentendus aussi. Toute une partie des députés et des sénateurs qui ont voté les pleins pouvoirs n'en attendaient pas un changement de régime, et puis il y a aussi tous ces députés communistes qui étaient en prison. Ouais. Interdit. Alors, ce régime de Vichy, évidemment, il n'y a pas de vie parlementaire. Et puis arrive la libération, la mise en place d'un nouveau régime, la 4e République, et l'arrivée à nouveau d'une Chambre des députés et d'un Parlement qui a un tel pouvoir sous la 4e République que le général de Gaulle parlait de lui en parlant d'un régime d'assemblée, la 4e République. Oui, parce que là encore, au fond, on revient sur des institutions, un fonctionnement institutionnel similaire à celui de la Troisième République, dans la mesure où l'exécutif n'a quasiment pas de barre sur le législatif. Le système de dissolution est très compliqué, quasiment impossible, ça se produira qu'une seule fois. Et donc l'Assemblée est toute puissante. Et le problème, c'est qu'elle est le jeu, évidemment, de coalitions de partis qui font que cette Assemblée est en permanence soumise à des fluctuations, que les gouvernements chutent au bout de quelques mois. Et c'est ce que le général de Gaulle condamne. Alors il le condamne si bien, il le condamne d'ailleurs dès 1946 par le discours de Bayeux, où justement il imagine déjà, il annonce en public ce qui sera 12 ans plus tard la constitution de la 5e République quand il reviendra au pouvoir en 1958, et lorsqu'il annoncera justement ce qu'il veut faire du Parlement, ou plus exactement, enfin du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, lorsque cette constitution est présentée aux Français avant qu'ils l'approuvent par référendum. C'était en septembre 1958.
qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle, que le gouvernement et le Parlement collaborent, mais restent séparés dans leurs responsabilités, aucun membre de l'un ne pouvant en même temps être membre de l'autre. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Et les Français répondront oui par référendum. C'était la présentation d'une partie de la Constitution de la Ve République telle qu'elle existe encore aujourd'hui, avec un Parlement dont on dit souvent, Jean Garrigue, qu'il n'est qu'une simple chambre d'enregistrement, qu'il ne joue pas un rôle important. C'est vrai du Sénat, mais aussi, le Parlement étant les deux, de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs a retrouvé son nom. Oui, c'est très exagéré, y compris pour le Sénat d'ailleurs au passage, puisque le Sénat, à plusieurs périodes de son histoire, et notamment pendant la période gaullienne, s'est présenté comme le fer de lance de l'opposition au général de Gaulle. N'oublions pas 62, Gaston Monnerville, et puis même plus tard en 81 contre François Mitterrand. Et puis alors, la question de la chambre d'enregistrement, c'est évidemment très exagéré. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un parlementarisme dit rationalisé, c'est-à-dire dans lequel le gouvernement fixe l'ordre du jour de l'Assemblée, dans lequel le gouvernement finalement a quasiment 90% de l'initiative des lois depuis 1958. 90% des lois votées l'ont été sous initiative du gouvernement, et dans lequel surtout le gouvernement s'appuie sur une majorité, puisque c'est au fond ce que voulaient les constituants. Parce qu'il peut être, en théorie, par le biais d'une motion de censure, renversé par l'Assemblée nationale. C'est d'autre part, il faut tenir compte, un président, quand il désigne le chef du gouvernement, doit tenir compte de la majorité qui existe à l'Assemblée nationale, et on l'a bien vu à l'occasion des cohabitations. On dit aussi que son pouvoir est limité, parce qu'après tout, c'est vrai que ce pouvoir, il n'est pas, même législatif, n'appartient pas intégralement à l'Assemblée nationale. On va le retrouver également dans les assemblées régionales, on va le retrouver au Parlement européen. Oui, il y a de plus en plus, le Parlement français est pris en étau, en quelque sorte, entre la dimension régionale, la dimension européenne. Il faut ajouter le Conseil constitutionnel, qui a la possibilité aussi d'invalider les décisions de l'Assemblée. Et puis, évidemment, ce jeu, même si des périodes de cohabitation ont fait que, à certains moments, et notamment entre 1997 et 2002, le Parlement a rejoué une sorte de plénitude qu'on n'avait pas connue jusque-là. Autre critique qui est faite récemment, nous l'avons vu au début de son histoire, l'Assemblée représente le peuple. Bon, tout ça dépend du mode d'élection. C'est vrai que jusqu'en 1945, le soi-disant suffrage universel n'était limité qu'aux hommes. La moitié de la France ne votait pas. Mais même avec le suffrage universel, ça ne suffit pas. Il y a le mode de scrutin. Et on dit que ce Parlement, aujourd'hui, cette Assemblée nationale n'est pas représentative parce qu'elle n'est pas élue. Enfin, il y a le système majoritaire qui fait que des partis minoritaires, des minorités ne sont pas représentées du tout à l'Assemblée nationale. Bien sûr, avec le risque du scrutin proportionnel qu'on avait vu en 1986, quand François Mitterrand l'avait rétabli et qui avait donné une forte représentation au Front National. Mais c'est vrai, là on est dans un système, et d'ailleurs plusieurs candidats en ont parlé, François Bayrou notamment, c'est même repris aujourd'hui dans les projets présidentiels, le problème de la proportionnelle. On n'a pas une vraie représentation de ce que pèsent les familles politiques en France. Les femmes sont sous-représentées au Parlement français, 12%, on est dans les plus mauvais élèves de l'Europe. Donc tout ça, les minorités sont sous-représentées. Alors, faut-il incriminer uniquement le mode d'élection de la Chambre des députés et du Sénat? Il y a d'autres problèmes. Ce sont des problèmes qui tiennent aux structures de la sociologie française et à la place de ces minorités dans la sociologie française et à leur place dans la vie politique. C'est au niveau des candidatures que le travail doit se faire, au niveau des partis politiques. Est-ce qu'ils les remettent en cause, justement, à l'occasion des élections qui approchent des présidentielles ? Ce qu'on voit bien, c'est qu'en dépit des lois sur la parité, cette parité n'est pas respectée par les partis, qu'ils privilégient les sièges faciles pour les hommes et les sièges difficiles
pour les femmes, que les minorités sont très peu représentées. Donc on est encore loin d'une véritable démocratie parlementaire. Mais ça n'empêche pas des débats aussi animés aujourd'hui que ceux qui s'y passaient pendant la Révolution française, comme celui-ci avec lequel nous se termine aujourd'hui 2000 ans d'histoire. Merci Jean Garrigue. Dans une démocratie digne de ce nom, le chef de l'État ou le Parlement aurait mis fin à cette situation. Mais nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité. Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis, la lâcheté. Asseyez-vous. Monsieur Hollande, allez. Monsieur Hollande, allez. Je vous en prie. Je vous en prie. Et c'était le président de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une séance mémorable en 2006 entre François Hollande et Dominique de Villepin. Une Assemblée nationale dont on retrouve l'histoire dans le livre de mon invité d'aujourd'hui, Jean Garrigue. Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, une coédition Armand Collin, Assemblée nationale, un livre dirigé par Jean Garrigue mais avec d'autres auteurs. À lire également l'Assemblée nationale, un beau livre publié aux éditions Albin Michel, et puis l'Assemblée nationale de Philippe Langenieux-Villard et Sylvie Mariage chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: La Révolution française de Robert Henrico aux éditions Ariane Vidéo et Bouvard et Pécuchet de Jean-Daniel Verrec, disponible en DVD chez Coba Film Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Riotor et Cédric Lalanne. Documentation et archivina, Fanny Beauon, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et Catherine Louis. Une réalisation de Bertrand Chaumeton.